Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans ce bel auditorium de l'Hôtel de Région. Ce n'est pas la première fois que j'ai la chance d'être en face de vous. On était cet automne sur un sujet qui concerne évidemment au premier chef la région sur la santé. On avait fait un forum santé-innovation dont je me souviens. On avait parlé de beaucoup de sujets passionnants. Et là, merci à Jean-Christophe de cette introduction. Donc je crois que ce n'est pas la peine d'en dire plus. Jean-Christophe a tout dit. On est très fiers, en tout cas, toute la rédaction de la Tribune, d'être décentralisé souvent grâce aux initiatives prises par notre dynamique président qui nous a amené effectivement à pas regarder le monde et l'actualité uniquement depuis Paris, mais en venant au contact du terrain et à venir dialoguer avec vous parce que vous êtes aussi au premier chef nos lecteurs. Donc très bonne initiative effectivement de cette tournée Transformons la France au cœur des régions parce que, et on va en parler avec Jérôme Fourquet, qui est le directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et l'auteur de 2 livres à plus de 100 000 exemplaires quand même, Jérôme. La France sous nos yeux, Jean-Christophe l'a cité, et puis l'archipel français, qui résume bien, je pense, l'un et l'autre, et j'espère que vous les avez tous lus, sinon on va vous en faire un résumé, mais surtout peut-être l'état de la situation, et c'est peut-être avec ça que je voudrais commencer avec vous, Jérôme, l'état de la situation, le diagnostic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un réveil, effectivement, des sujets de l'industrie en France, c'est tant mieux, mais quand on dresse le diagnostic de l'état de la situation, on se dit il est plus que temps, et presque on en parlera, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Donc pour un certain nombre de régions, il va falloir mettre les bouchées doubles. Pour cette région, la première région industrielle de France, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a également quand même des enjeux très très lourds, et nos voisins ne nous attendent pas, il faut qu'on accélère le travail. Alors peut-être sur le diagnostic pour commencer. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Le diagnostic, on peut peut-être commencer par une relativement bonne nouvelle. Il y a eu une prise de conscience collective sur l'ampleur de la désindustrialisation du pays et les conséquences qu'elle faisait peser sur la société française au moment de la crise du Covid. Il en a été question en introduction. Vous vous rappelez du choc quand les Français ont appris qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol qui était fabriqué en France. Alors on va relancer sur la plateforme de Roussillon en Isère cette activité. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus que 4 sites qui étaient capables de fabriquer des masques. Donc ça, c'était pendant la pandémie. Toujours pendant la pandémie, nous sommes ici à Lyon, berceau de l'industrie pharmaceutique française. La France est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir développé son propre vaccin au moment du Covid. Et donc on pourrait multiplier les exemples. Après le Covid, nous avons la guerre en Ukraine. Et avatar tout à fait inattendu de la guerre en Ukraine, la France a été plongée dans un psychodrame. Il y a eu une pénurie de moutarde en France pendant plusieurs semaines. Alors Dijon n'est pas dans votre région, mais tout ça interrogeait beaucoup les Français. Et puis, en fin d'année dernière, les autorités ont préparé la population à l'éventualité de délestage de courant durant l'hiver 2022-2023. Et donc tous ces éléments, sur un laps de temps assez court, ont fait toucher du doigt de manière très concrète à beaucoup de nos concitoyens, encore une fois, les conséquences et l'ampleur de cette désindustrialisation. Et donc cette prise de conscience associée à un travail au long cours d'un certain nombre d'acteurs publics qui militaient depuis des années pour la réindustrialisation du pays, tout ça va plutôt dans la bonne direction. Mais comme vous le disiez, il était grand temps parce que entre 1995 et 2015, donc ne serait-ce qu'en 20 ans, la France a perdu la moitié de ses sites industriels et 30% de l'emploi industriel. Encore une fois, en partant de 1995, sachant que la désindustrialisation avait commencé dès les années 70. Si on prend uniquement comme période de référence 2008 à nos jours, c'est 940 sites industriels de plus de 50 salariés que la France a perdu. Donc c'est une gigantesque hécatombe qui a fait que, bien évidemment vis-à-vis de l'Allemagne, mais aussi vis-à-vis de la Grande-Bretagne, de l'Italie ou de l'Espagne, le poids du PIB, de l'industrie dans le PIB, c'est en France, parmi tous ces grands pays européens, qu'il est aujourd'hui le plus faible. Alors, tout ça a donné lieu, à la suite de cette prise de conscience, à un début de travail de reconquête avec un certain nombre de décisions qui ont été prises
sous le précédent quinquennat. Et depuis 2016, bonne nouvelle, si on fait la balance entre le nombre de fermetures et d'ouvertures de sites industriels au plan national, on est repassé en positif depuis 2016. Toute la question est de savoir si cette dynamique va se confirmer avec un certain nombre d'atouts que la France pouvait mettre en avant, notamment sur le prix de l'énergie, qui sont peut-être un peu moins évidents aujourd'hui. Et donc, si on voulait retenir l'image, ce serait celle du nageur qui a atteint le fond de la piscine et qui a peut-être donné le coup de talon pour commencer à remonter. Et donc, il va falloir maintenant amplifier et accompagner cette reconquête industrielle parce qu'il était grand temps. Alors, dans vos livres, Jérôme, vous décrivez cette France désindustrialisée et paupérisée. Bon, c'est la France un peu moche, hein, celle qu'on n'aime pas. Souvent, les entrées de ville, avec finalement toutes les activités se sont retournées vers le commerce, les services. Aujourd'hui, on veut recréer des usines en France, on veut proposer, c'est le sujet de l'attractivité, de la compétitivité, à des groupes étrangers de localiser leurs usines en France. Il y a des exemples à Grenoble, par exemple, on en parlera tout à l'heure, avec tout le projet dans la Silicium Valley iséroise, mais il y a également finalement partout, dans toutes les villes, et notamment les villes moyennes, on regardait ça un peu tout à l'heure en arrivant, l'espoir de pouvoir implanter effectivement de nouvelles usines. La question c'est est-ce qu'on va pouvoir le faire? Parce que avec les enjeux environnementaux, avec les enjeux de l'écologie, la question, le fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, ça va pas être si simple d'implanter, d'accepter d'avoir des usines comme on en avait autrefois. Est-ce que cette réindustrialisation, elle va pouvoir se faire? Est-ce qu'on se paye pas un peu de mots et en réalité, personne ne veut avoir une usine en face de chez lui? Alors, on a parlé de cette hécatombe industrielle, et bien évidemment, c'est d'abord la France qu'on dit périphérique qui a payé le plus lourd tribut, parce que parmi ses nombreuses qualités, l'industrie a ou avait la spécificité d'être implantée partout sur le territoire et pas uniquement dans le cœur des grandes métropoles régionales. Et donc l'industrie était un élément absolument majeur de l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, aux grandes heures de la Datar, sous les mandats de Gaulle, on avait décidé administrativement, alors c'était une autre époque, avec comme chef de file la Datar, d'aller implanter, par exemple, un site automobile à Rennes, etc., puisqu'on avait bien conscience que l'industrie contribuait très fortement à l'aménagement de ce territoire. Quand les usines ont fermé, eh bien souvent, on s'est tiré la bourre, si vous me permettez l'expression, entre l'hôpital public et la grande surface du coin pour savoir qui allait avoir désormais le statut de premier employeur local. Et donc là, on a une espèce d'allégorie de ce qu'était devenu la France, c'est-à-dire une société, un pays qui marchait avant tout autour de la consommation, avec comme élément paysager emblématique ses entrées ou ses sorties de ville, avec des grands groupes de la grande distribution qui sont des géants mondiaux, mais qui s'étaient fait la main chez nous. Et puis un secteur public qui, par la force des choses, s'était considérablement développé, à la fois pour rendre des services au public, mais également pour créer de l'emploi en lieu et place d'une base productive qui s'était amenuisée. Et donc aujourd'hui, on s'interroge pour savoir si ces villes moyennes ne vont pas de nouveau être le fer de lance de la reconquête industrielle. On voit effectivement que parmi les projets réels ou très concrets, ou à venir d'implantation de sites, beaucoup de ces usines se créent, encore une fois, dans cette France des villes moyennes. Alors, ces villes moyennes, elles ont toute une série d'avantages à faire valoir. D'abord, il y a du foncier qui est disponible, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans des grandes métropoles. Le foncier devient une ressource rare en France, même si la densité de population n'est pas énorme chez nous, mais avec les contraintes autour du ZAN. Des villes, justement, anciennement industrielles, qui ont beaucoup de friches sur leur territoire, peuvent justement proposer ces sites pour la réimplantation d'activités. On est aussi souvent dans des territoires où le taux de chômage est encore relativement élevé, et donc où il y a une main-d'œuvre qui potentiellement peut être disponible, peut-être plus que dans certaines métropoles ou dans certaines régions où on est quasiment aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, revenu au plein emploi. On est aussi dans des territoires qui souvent, comme on l'a dit, étaient de tradition industrielle, et il reste souvent, parfois, des traditions dans la main-d'œuvre locale, une habitude de travailler dans l'industrie, ce qui rend les embauches plus faciles. Autre avantage, et non des moindres,
On a parlé d'aménagement tout à l'heure, du territoire. Ce sont aussi des territoires qui sont souvent éligibles à des aides relativement significatives en matière d'implantation, soit de la part de l'État, de l'Europe, de la région ou d'autres collectivités. On sait aujourd'hui que ces aides ne sont pas pour rien dans les décisions d'implantation et du choix d'un site par rapport à un autre, puisque les investisseurs ont souvent plusieurs options qui leur sont proposées, soit dans le même pays, soit à l'échelle européenne, et qui vont aller là où ils seront les mieux accueillis. Donc il y a une espèce de revanche peut-être de cette France des sous-préfectures et des préfectures. Autre avantage de ces France des préfectures et des sous-préfectures, le fait que, comme je l'ai dit, il y avait un taux de chômage qui est, alors c'est à double tranchant, un taux de chômage qui est peut-être un peu plus important, et donc une acceptation de la part de la population locale plus importante qu'ailleurs sur le fait d'accueillir ou non un site industriel. Au moment même où on célèbre, en tout cas le gouvernement célèbre le lancement de toute une série d'usines de batteries de nouvelle génération dans les Hauts-de-France. On a parlé de ce qui se passait dans la région grenobloise. On a appris hier ou avant-hier qu'en Bretagne, à 25 km de Rennes, le groupe Le Duf, qui est quand même un leader de l'agroalimentaire, avait renoncé à implanter une usine de pain brioché et de viennoiserie près de son cœur historique, devant la levée de bouclier de toute une partie de la population locale. Mais on est à 20-25 km de Rennes. On est dans un endroit où on doit osciller à 4 ou 5% de chômage. Et manifestement, dans ces territoires-là, eh bien, la nécessité de réindustrialiser et de voir se développer une usine ne fait pas recette. Donc oui pour la France moyenne, mais plus spécifiquement dans des régions qui ont une tradition industrielle et qui sont sans doute plus demandeuses que d'autres. On peut aussi ajouter, et c'est important, le fait qu'il reste aussi parfois dans ces territoires, on a parlé d'une certaine compétence de la main-d'œuvre, des systèmes de formation, notamment de formation professionnelle, qui sont parfois, quand on a pu les maintenir, hérités de cette histoire industrielle et qui peuvent participer de cet écosystème vertueux qui va faire en sorte qu'un investisseur va choisir de se développer dans cette zone. Alors, ce qui est intéressant avec ce retour de l'industrie, c'est que, vous l'avez cité la Datar tout à l'heure, il s'accompagne du retour de la planification. On parle beaucoup de la planification écologique. Alors, c'est bien sûr pour tout à chacun, pour tout changer les comportements, mais pour le monde de l'entreprise, c'est aussi essayer de planifier où est-ce qu'on va pouvoir effectivement agir. On a beaucoup regardé, Emmanuel Macron a reçu les 50 sites les plus émetteurs de carbone de France pour les inciter à agir. Il y a toute une stratégie industrielle, industrie verte qui vient d'être présentée. Est-ce que ça veut dire qu'on rentre pour vous dans une décennie où il va y avoir des opportunités d'emploi, effectivement, alors peut-être plus difficile là où il y a déjà le plein emploi, mais on est quand même assez loin dans pas mal de bassins. Est-ce que vous vous dites qu'il y a aujourd'hui pour les Français faire la compréhension qu'il y a une opportunité à condition effectivement de se former, parce que ce sont des dizaines de nouveaux métiers qui sont aujourd'hui qui vont être disponibles, mais sur lesquels on n'a pas forcément, et c'est l'un des problèmes, je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle, je crois que 80% des chefs d'entreprise connaissent des difficultés de recrutement, et ça va être encore pire dans les années qui viennent avec cette transition. Alors effectivement, le renouveau de l'industrie en France, il y a cette prise de conscience de notre fragilité en matière de souveraineté, donc il y a beaucoup œuvré à la réindustrialisation. Il y a également ce que vous mentionnez, le tournant vers l'économie verte. On pourrait prendre l'exemple de toute la filière qui se met en place sur les éoliennes en mer, à Saint-Nazaire, au Havre, à Cherbourg, mais il y aurait d'autres secteurs. On a parlé des véhicules électriques. Alors attention sur les véhicules électriques et sur la planification. On est ici dans une région qui abrite la vallée de l'Arve, où on compte une filière très dynamique sur le secteur du décolletage et qui a comme débouché important l'industrie automobile, mais pour la conception de moteurs thermiques qui nécessitent la fabrication de centaines ou de milliers de pièces mécaniques. Il va falloir reconvertir toute une partie. Voilà, et donc c'est à la fois la planification, mais l'anticipation, avec la capacité à faire travailler les différents acteurs, collectivités locales, filières professionnelles, filières de formation, un peu à l'image, mais vous en inspirez, je pense, déjà sans doute beaucoup, de ce que pratiquent vos voisins des districts industriels du nord de l'Italie, et de faire comment on chasse en meute pour essayer de relever ces défis. Autre défi, et non des moindres, mais
j'allais dire, c'est presque un problème de riche aujourd'hui, quand on voit d'où on vient, c'est qu'on est dans des secteurs entiers où on est dans des pénuries de recrutement. Avec, comme vous l'avez dit, d'après nos enquêtes, 80% des employeurs qui peinent à recruter. Alors on a appris à l'école que le taux de chômage résiduel ou frictionnel, c'était de l'ordre de 3 à 4%. On peut sans doute se dire que dans une société française, avec la place qui est dévolue au travail, avec notre modèle social, aujourd'hui, le plein emploi, peut-être qu'il est plutôt autour de 7%. Et donc, il va falloir arriver à attirer dans l'industrie, puisque c'est très bien de faire en sorte qu'il y ait une usine qui s'ouvre, mais je crois que c'est plusieurs milliers d'emplois, par exemple, qui sont projetés avec l'entreprise qui va fabriquer, la forge qui va fabriquer les puces et les systèmes intégrés à Grenoble. Encore faut-il trouver la main-d'œuvre formée et disponible pour aller travailler dans ces secteurs. Et donc il y a aussi, on voit que tout ça est complexe, tout un travail de conviction et de travail sur l'attractivité métier de ces filières industrielles qui, pendant longtemps, n'ont pas forcément eu bonne presse dans le grand public. Rappelez que il faut changer l'image de l'industrie. Il faut continuer à changer l'image de l'industrie. Il faut, dans certains endroits, la féminiser, cette image. Et il faut aussi bien donner des perspectives. On voit qu'aujourd'hui, si le chômage a disparu des radars dans les préoccupations des Français, la préoccupation numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, rappeler que, en moyenne, dans l'industrie, les niveaux de rémunération sont plus élevés qu'ailleurs. Les perspectives de progression de carrière le sont également. Et donc, il faut encore une fois que tous les acteurs tirent dans le même sens. Et donc, je reviens sur l'expression un problème de riche, c'est-à-dire que on est en train de gagner progressivement la bataille de l'attractivité. Il ne faudrait pas ensuite qu'il y ait pénurie de main-d'œuvre dans les sites concernés. Et donc, il y a tout ce travail de conviction et de mise en lumière des atouts que peuvent présenter les métiers industriels. Pendant toutes les années de la désindustrialisation, le problème français, c'était un sujet de compétitivité, notamment par rapport à nos voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et effectivement, ça a conduit, pour donner du pouvoir d'achat aux Français, beaucoup d'employeurs, d'entreprises à décider d'aller délocaliser en Asie en particulier. Aujourd'hui, le nouveau driver, c'est décarboner, donc retrouver la logique de proximité. Ça change évidemment la donne. On peut accepter de payer peut-être un peu plus cher parce qu'on va avoir une industrie plus vertueuse. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Mais est-ce que c'est si vrai, sachant qu'on a encore, et on va en parler pendant cette matinée, deux nouveaux obstacles, vous en avez cité un, celui de est-ce qu'on n'a pas détruit tellement notre industrie qu'on n'a plus aujourd'hui les compétences, donc on a un retard de formation considérable. Et puis on a ce choc énergétique qui nous arrive dans la figure, sur lequel là aussi on l'a pas suffisamment anticipé. La décarbonation, c'est une économie basée essentiellement sur l'électricité, le gaz un peu, on en parlera, mais quand même essentiellement l'électricité. Dans cette économie-là, le prix de l'électricité devient l'élément principal finalement de la compétition. Est-ce qu'on n'est pas, alors qu'on n'a pas fait tous ces investissements, on a refusé le nucléaire pendant des années, en tout cas de faire les investissements nécessaires, est-ce qu'on n'est pas quand même à un moment où on n'est pas si bien placé par rapport à nos concurrents? Alors, on n'est pas revenu leader, hein, ça c'est clair. Néanmoins, j'ai essayé de mettre le projecteur sur les bonnes nouvelles. Effectivement, il y a énormément de défis à relever. La question de l'approvisionnement en énergie en est un qui est majeur. On a néanmoins des acteurs de premier plan. On a un savoir-faire, on a des compétences, mais il n'y a pas une minute à perdre effectivement. Et puis, il ne faut pas non plus se payer de mots. Vous vous souvenez qu'à l'été dernier, ou il y a un peu plus d'un an, de 6 mois maintenant, le président de la République, à l'occasion de la crise ou de la guerre en Ukraine, avait dit « nous allons basculer en économie de guerre ». Et donc on a fourni à l'armée ukrainienne les fameux canons César, dont les affûts sont fabriqués à Firminy, pas loin d'ici, mais il n'y avait plus un seul site en France qui était capable de fabriquer de la poudre à canon. On avait toute une industrie de la défense qui demeure puissante, mais qui avait énormément perdu de sa substance. Donc on est en train de reconstituer le maillage et le tissu progressivement, mais tout ça va prendre du temps.
Et encore une fois, on part de très très loin. Et donc il faut faire en sorte de lever le plus possible les obstacles. Il y a des choses qui ne coûtent pas très cher, qui s'appellent les normes et les délais, et qui sont, on le sait, des freins tout à fait substantiels aux décisions d'investissement. 17 mois pour faire une usine en France, à peu près 7 mois en Allemagne. Voilà, avec une habitude très française, mais comme on a créé beaucoup de postes dans l'administration, l'administration fonctionne et fabrique de la norme, et donc il y a une habitude très française qui est la surtransposition des normes européennes, et qui fait que dans la compétition économique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a une compétition, il y a même une guerre, eh bien on n'est pas toujours les mieux placés. Il y a une formule qui dit qu'on a souvent été un peu les idiots du village planétaire, c'est-à-dire qu'on a accepté la mondialisation, qu'on a dit qu'on allait se fournir à bas coût, et donc on voit un petit peu où ça a mené. Donc il y a sans doute un travail de lucidité à faire pour essayer que les freins qui nous sont propres soient levés, notamment ceux qui ne coûtent pas très cher en matière, encore une fois, de normes et de protocoles administratifs. Alors quand on lit, on va terminer là-dessus, vos deux livres, on peut regarder le verre à moitié vide et se dire la France est effectivement a connu en tout cas une crise assez profonde dont elle porte encore beaucoup les stigmates. On peut aussi regarder le verre à moitié plein, on va en parler dans le prochain débat. Il y a des défis à relever. Est-ce que vous, au terme de cette plongée que vous faites depuis des années dans les tréfonds de la France, vous avez des signaux d'espoir, une forme de conscience dans un pays qu'on dit crispé? On sort d'une séquence, la réforme des retraites, le sujet de l'emploi des seniors qui n'a pas convaincu. Effectivement, les entreprises doivent faire aussi la démonstration que maintenant elles vont les garder, ces 2 ans de plus, leurs salariés. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut décrisper la France par ce grand projet, ce grand chantier de l'industrie? Alors, je l'espère, en tout cas sur les bonnes nouvelles, parce qu'on passe quand même rapidement dessus. On est retombé aux alentours de 7% de chômage. On n'a pas connu ça depuis 1982. Donc, comme on dit à la bourse, c'est intégré dans les cours aujourd'hui, mais c'est quand même... C'est vrai un peu partout, hein. On n'est pas forcément, on n'est pas forcément meilleur que les autres. Non, mais alors, j'ai pas dit qu'on était redevenu leader, mais ça s'est plutôt amélioré. Et puis encore une fois, sur le sujet qui nous intéresse ce matin, sur l'industrie, il y a quand même un certain nombre de signaux positifs, même s'ils sont encore un peu ténus, mais il va falloir faire grossir le courant. Et nous, de notre fenêtre IFOP, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment il y a une prise de conscience dans l'opinion publique, parce que sans prise de conscience, il est très difficile de faire passer des mesures qui vont accompagner ce processus. Mais il y a encore, évidemment, énormément de travail, même si la région qui nous accueille ce matin est quand même en la matière plutôt parmi les mieux placés de France. Alors on va en parler justement. Restez avec nous, Jérôme. On va passer à la deuxième séquence. Oups, attention. Restez là, restez là.